Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. Donc ce qu'il faut faire, c'est rien lâcher. Moi, j'ai souvent tendance à anticiper le résultat de la course d'après en fonction du résultat de la course d'avant. Mais en fait, chaque course est différente. Et Émilie, elle m'a bien dit, on lâche rien, on tente et on verra. Et du coup, je pense que c'est sa mentalité qui a aidé. Une vidéo de mon invitée a beaucoup tourné sur les réseaux l'an dernier. Lors d'un entraînement équipe de France, elle se faisait poursuivre dans un kilomètre vertical par ses homologues masculins. Son objectif, ne pas se faire rattraper. Ça, c'est la manière dont toi, auditeur et auditrice, tu l'as sûrement découverte. Mais il faut savoir, et c'est assez rare pour le souligner, que Margot Ravinel est l'une des meilleures dans son sport, le ski alpinisme, un sport d'hiver donc. Mais elle vit un peu loin des montagnes quand même, parce qu'elle vit toujours à Lyon pour poursuivre en parallèle du haut niveau ses études d'ingénieur. Deux projets qui laissent peu de place au hasard dans sa vie. Alors je suis ravie d'être avec Margot Ravinel aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Margot. Bonjour Solène. Pour commencer, j'aimerais que tu te présentes, mais sans me parler de sport. Je viens de Haute-Savoie, donc entre Annecy et Genève. J'ai 24 ans. Je suis étudiante à l'INSA Lyon. C'est une école d'ingénieur et je suis en spécialité génie civil et urbanisme. Très bien. Et maintenant, je veux bien que tu me fasses une phrase pour me parler de ton sport. Donc le ski alpinisme, c'est la version compétitive du ski de randonnée et ça consiste à monter les montagnes avec des pots de phoque sous les skis qui nous permettent de pas reculer. Et ensuite, arrivé en haut, on enlève les pots et on descend comme en ski alpin. Au départ, le ski alpinisme, c'est parcourir les montagnes et donc on fait des virages, ça s'appelle des conversions pour pouvoir monter quand c'est trop raide, hors piste. Et aussi, il y a des passages à pied. Donc là, c'est quand c'est encore plus raide et que potentiellement c'est un peu technique, on monte à pied, donc on met les skis sur le sac. Et le sprint, l'idée c'est de faire des losanges pour simuler ces virages qu'on ferait hors piste. Le portage, c'est pour simuler les vrais portages qu'on ferait aussi sur une longue épreuve de ski alpinisme dans la montagne. T'as commencé par quoi quand t'étais toute petite en termes de sport? Parce que j'imagine que t'as pas commencé par le ski alpi. Non, moi j'ai commencé par le ski alpin. Comme venant de Haute-Savoie, quasiment tout le monde en fait. Et après, à partir de la 5e, j'ai commencé aussi l'athlétisme et particulièrement le demi-fond. Donc j'ai toujours beaucoup aimé les efforts d'endurance. Aussi, avec mes parents, on faisait pas mal de randonnées. Donc j'aimais aussi passer du temps dans la montagne, dans la nature. Et comme mon tonton faisait du ski de rando, ça m'a donné envie d'en faire. Et donc j'ai commencé le ski de rando au ski club de Cruzeil, il y a un petit village à côté de chez moi. Et après, il y a un monsieur du ski club qui faisait de la compète en ski alpinisme. Il nous en a parlé et comme j'étais quand même compétitrice, ça m'a donné envie d'en faire et j'ai commencé à Chamonix l'année d'après à faire des compétitions. À ce moment-là, t'as pas hésité entre le ski alpin ou le ski alpi, tu t'y retrouvais plus sur le ski de rando que sur les grandes descentes à toute vitesse du ski alpin? Oui, le ski alpin j'aimais bien, mais c'était pas non plus ma grande passion. Je trouvais qu'on passait beaucoup de temps à pas faire grand-chose sur les télésièges. Aussi souvent j'avais froid et moi j'aime beaucoup l'effort. Et le ski alpin c'est exigeant en descente c'est sûr, mais disons que moi je préfère plus l'endurance. Quand tu étais plus jeune, justement, tu dis tu grandis en Haute-Savoie. Quand on grandit à la montagne, dans les Alpes, il y a souvent ces noms de grands champions qui sont donnés à certaines pistes. On voit les panneaux avec les photos des champions dans les villages, dans les stations, etc. Toi, le sport de haut niveau, c'était quelque chose qui te faisait rêver ou c'était juste, en fait, tous les enfants de là-bas font du ski, donc c'est logique de faire du ski? C'est vrai que je me rappelle que j'ai skié pas mal au Grand Bornand, donc comme toi, et il y avait la piste violette de Tessa Worley. Moi, de base, c'est vrai que en fait, je pense que j'aimais beaucoup le sport, me dépenser.
et j'avais pas forcément l'idée d'aller dans le haut niveau, c'est plus la progression qui m'a emmenée où je suis. Mais ouais, quand j'étais petite, c'était plus prendre du plaisir dans ce que je faisais. J'aimais bien faire du ski de rando, faire de courir et être à la montagne. Quand est-ce qu'arrive ta première compétition en ski alpi du coup ? C'était à Tignes en décembre ou en novembre 2018, ça s'appelait La Reprise et j'étais en ski de rando normal pour la première compétition, j'avais pas de matériel léger. Donc c'est sûr que niveau manip, c'était hyper long, mais j'avais quand même beaucoup aimé la course. Tu te rappelles justement ce que tu as ressenti au départ de cette course, en voyant les autres adversaires aussi Je pense que j'étais un peu stressée parce qu'on est souvent un petit peu stressé, mais en même temps j'avais quand même envie et puis vu que je connaissais pas, je me disais je vais découvrir un nouveau sport. Comment ça s'enchaîne ensuite pour toi, la progression et l'arrivée du haut niveau finalement parce que tu t'en sors bien. Moi, ce que je me rappelle, c'est mon coach d'athlé. Il nous disait toujours, faut pas vous entraîner trop jeune. Et donc ça, c'est vraiment resté un peu ancré pendant longtemps. Donc je m'entraînais quand je faisais de l'athlé et que j'étais au lycée. Et après, j'ai commencé le ski de rando. Et au début, les cours, comme je suis rentrée aussi à l'INSA, les cours, ils prenaient quand même une bonne partie de mon temps. Et au fur et à mesure des années, disons que j'ai eu des objectifs qui sont un peu devenus plus élevés, vu que j'ai progressé. Et je me suis dit que là, il fallait que je me professionnalise plus si je voulais atteindre mes objectifs et comme je voyais que je progressais. Donc ça s'est fait petit à petit. Enfin, je me suis aussi de plus en plus entourée par la préparation physique avec l'INSA, la prépa mentale aussi. Et j'avais aussi mon coach Lucas. Donc j'ai l'impression que j'ai un peu fait les choses par étapes. Tu parles d'objectifs parce que tu t'es jamais mis à rêver du coup de Coupe du Monde, de Jeux Olympiques ou quoi. C'est juste des objectifs dans une carrière d'athlète ou il y a quand même un peu de rêve maintenant? Ce qui m'anime, c'est surtout de voir jusqu'où je peux aller. Je pense que c'est ça. Donc mon rêve, c'est d'essayer de faire mieux que là ce que je fais actuellement et de me dire est-ce que je pourrais réussir à atteindre les meilleurs un jour, sachant que je sais pas si j'y arriverai, mais j'ai envie de voir. Oui, les objectifs, je dirais que quand j'étais jeune, j'avais des objectifs en tant que jeune. Et après, quand on arrive avec les adultes, ma première année chez les grands qui a été un peu compliquée. Mais sauf que comme j'aimais toujours le ski alpi, j'ai quand même continué et ça m'a beaucoup renforcé mentalement. Et après, je me suis rapprochée, disons, j'avais fait des top 8 l'année suivante et je sentais que j'étais un peu en train de monter. Donc l'année d'après, j'ai fait mes premiers podiums en sprint et donc j'ai encore progressé et cette année, j'ai atteint aussi des bons résultats. Du coup, t'arrives il y a 4 ans dans une équipe de France féminine qui est quand même vraiment très forte, avec Émilie qui vient de gagner le classement général. Comment t'arrives aussi toi à trouver ta place ? Parce que t'es un petit peu timide. Et donc comment t'arrives à te faire ton trou dans cette équipe qui domine ? Je peux pas dire largement parce que il y a quand même des Italiennes et des Suissesses qui sont très fortes, mais comment t'arrives à faire ta place ? Je pense qu'au final, le fait que les Françaises soient très fortes, ça m'a plutôt aidée parce que c'était un peu des modèles et des sources d'inspiration. Et du coup, le fait de les côtoyer, c'était super enrichissant. Pendant les séances, je voyais un peu vers où il fallait que j'aille. Et je pouvais un peu regarder comment elles faisaient, comment elles couraient. Et du coup, ça m'a plus tirée. Après, pour faire ma place, j'étais plus jeune. Donc, le fait d'être plus jeune, on est accueillis par les grands et c'est sympa. Après, on était d'autres jeunes. Il y avait aussi Luna et Perrine quand on est arrivés. Et elles nous ont bien accueillis, même si je suis un peu timide. Après, je pense que dans l'équipe, il y a plein de caractères différents et chacun fait sa place comme il peut. Et justement, pour parler un peu de ta timidité, moi je me suis dit c'est marrant parce que t'as choisi un sport de confrontation. Enfin, finalement, tout ne se joue pas que sur ta performance parce que ça se joue pas. Ça se joue au chrono, mais c'est finalement la première en bas qui gagne. Qu'est-ce que t'aimes retrouver justement dans cette confrontation ? Et est-ce que du coup t'as l'impression de combattre un peu ta personnalité quand t'es sur la piste ? C'est vrai que je me suis pas jamais trop posé cette question, mais je pense que quand je suis sur la
piste. Enfin, moi, même à l'entraînement, quand je suis toute seule, j'aime bien me confronter à moi-même, essayer de aller plus loin dans la douleur et ouais, de faire mieux que la fois d'avant. Bah, j'ai l'impression qu'en course, je garde un peu cet état d'esprit en me disant, bah là, je me donne à fond. Et après, les autres, bah, elles sont là, mais c'est sûr que c'est un peu stressant de se confronter aux autres, mais en même temps, c'est stimulant et j'essaye de m'accrocher, donc elles me tirent. Et pareil aux entraînements qu'on fait aussi ensemble. Donc c'est vrai que je pense pas trop à ma timidité pendant ces moments-là. C'est juste que c'est vrai que j'ai pas trop tendance à bousculer. C'est ce que les coachs ils me disent souvent, qu'il faudrait que j'essaye de un peu plus m'imposer. Par exemple dans les losanges. C'est ce que j'allais dire. mais maintenant j'essaye de partir vite comme ça. Au moins j'ai pas besoin de bousculer pour être bien placée. Oui, parce que pour ceux qui visualisent pas, en fait, quand vous arrivez dans les losanges, c'est soit on prend à gauche, soit on prend à droite. Et donc, si on arrive la première sur les losanges, on n'est pas freiné par les adversaires et on peut plus être à notre rythme que si on se retrouve coincé derrière une, on peut pas doubler dans les losanges, quoi. Donc, il faut jouer un peu des coudes avant d'entrer dans cette zone-là. Et moi, c'est ce que je vois quand je regarde ton sport. Je me dis, ah oui, il y a pas de non, vas-y, je t'en prie, c'est à toi de passer. Non, vas-y. Non, il faut jouer des coudes et il faut être la première à arriver dessus. Et du coup, c'était là-dessus où je me disais que ça devait être un travail pour toi, peut-être un peu plus important que pour d'autres athlètes, parce que c'est vrai que c'est pas dans ta personnalité, j'ai l'impression de jouer des coudes, justement. On avait parlé avec ma prépa mentale et je pense que je serais jamais comme ça et donc j'essayais de trouver d'autres stratégies. Par exemple, soit essayer de partir plus vite, soit me mettre deuxième ou troisième et attendre un créneau après les losanges pour dépasser, parce que je pense que ce sera compliqué pour moi de vraiment forcer le passage. Après, on se bouscule pas, juste il y en a qui forcent un peu plus que d'autres. C'était la première saison avec les grands, qui a été assez compliquée en Coupe du Monde, mentalement surtout. Et là, on a décidé de faire la Pyramenta avec un ami qui s'appelle David et qui fait aussi du ski alpi. Donc la Pyramenta, c'est la course un peu mythique en ski alpinisme. C'est 10 000 mètres de dénivelé à monter et descendre en 4 jours. Donc ça fait à peu près, là nous cette année, ça fait à peu près 3 heures de course par jour en moyenne. Et c'est tout hors piste et dans une ambiance incroyable. Et après, on est par équipe de 2. Et parfois, il y a des passages sur des montagnes. Parfois, il y a des passages sur arête, donc on doit s'encorder, se mettre la longe. Aussi, on doit mettre les crampons sur pas mal de portages. Ce qui m'a amené au ski alpinisme, comme beaucoup d'athlètes et surtout les Français, je pense, c'est la Pyramenta. C'est un peu la course qui fait rêver. Et donc là, j'arrive à l'âge où je peux faire la vraie, puisque c'est ma première année chez les adultes, comme je disais. Et donc c'est un peu un rêve qu'on attend tous, faire la Pyramenta. Donc je la fais en plus avec David qui est un ami, donc c'est incroyable. Et tu te prépares spécialement pour cette course ou pas particulièrement, parce que c'est vrai que les efforts qu'on te demande sur un circuit Coupe du Monde ou sur une Pyramenta sont vraiment pas les mêmes, quoi. Non, moi je me suis plus préparée pour les Coupes du Monde, surtout quand on est jeune, on fait quand même pas mal d'efforts assez courts, c'est ce que beaucoup de gens disent, mais en même temps j'ai quand même fait beaucoup de volume. Je crois que les manips crampons, j'avais pas trop préparé, ni les manips longes. Mais j'avais quand même un entraînement physique pour les Coupes du Monde, même si c'est pas exactement pareil. Après, j'avais pas non plus d'attente de résultats sur la course. Je voulais juste profiter et faire mon max. Normalement, c'est 4 jours, mais là, on a eu des conditions particulières de météo et du coup, on a eu que 3 jours de course avec un dernier jour court. On a eu que 600 mètres de dénivelé alors que normalement, c'est plus 2500. Oui, en effet, c'est du changement dans le programme. Oui. Et donc, les 2 premiers jours, ça se passe bien, mais pas trop, moyen bien, parce que physiquement, ça va. On gère bien l'effort et tout, mais par contre on a pas mal de problèmes, soit on perd un peu nos peaux parce que il me semble qu'il y avait des conditions compliquées aussi. Moi j'ai perdu mes crampons et je les ai cassés, et donc David il m'a attendu pendant 3 plombes, il savait pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. Et parce que lui il était parti loin devant et vous êtes pas restés collés l'un à l'autre, quoi. Oui, en fait c'était sur une arête. Et donc là il y avait plein de bouchons pour pouvoir aller sur l'arête parce qu'on était un peu dans le pack avec tout le monde.
Et donc il y a dû y avoir des gens qui se sont intercalés entre nous. Et après, chacun avance à son rythme. Et je pense qu'il a dû partir, je sais plus exactement. Mais ouais, il a pas vu et moi je l'ai pas non plus appelé. Je me rappelle plus trop. Et ouais, donc il a attendu pendant 10 minutes. Oui aussi, on s'est pris pas mal de bouchons vu qu'on était dans les centièmes. On était dans les centièmes. Mais à part ça, c'était trop bien. Et ça, c'était les 2 premiers jours un peu compliqués. Donc jour 3, on est sur la ligne de départ. Et là, ils nous annoncent qu'en fait, la course est annulée. Donc on rentre parce qu'il faisait vraiment pas beau. Et le jour 4, donc là, c'est que 600 mètres. Et c'était en départ en contre-la-montre, pas en master. Donc on partait toutes les 30 secondes, je crois. Et en fait, sur ce jour 4, donc comme je disais, c'était une saison un peu compliquée mentalement en Coupe du Monde. Et bah David, il m'a beaucoup porté, beaucoup soutenu et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais quand même là j'étais un peu en forme et cette course partagée ça m'a un peu remotivée. Je me suis dit que même si en Coupe du Monde ça se passait pas très bien, au final des fois j'arrivais à faire des choses bien et je me rappelle des sensations de se donner à fond, de tenir et de David qui m'encourage et du coup après on était super contents de cette journée. Parce que qu'est-ce qui se passait pas très bien en Coupe du Monde à ce moment-là? Je pense que la première Coupe du Monde, j'avais été malade et ça avait été du coup j'avais pas du tout performé et même en sensation ça avait été super dur. Et après je pense que je suis restée, comme j'ai fait la compète en étant malade et que c'était en altitude en plus, j'ai un peu traîné la maladie, surtout que j'ai continué de m'entraîner pendant toutes les vacances de Noël. Et après, j'avais perdu, je pense que j'ai un peu perdu confiance, je me sentais plus très bien et du coup sur les courses, j'arrivais plus à faire ce que je faisais avant et je pleurais quasiment à chaque Coupe du Monde. Je me sentais un peu seule aussi, je pense. Et du coup, ça avait été assez dur, surtout que je venais de rencontrer mon copain. Quand je rentrais chez moi, je le voyais et c'était tellement mieux qu'en Coupe du Monde où je me sentais seule et que j'arrivais pas à faire ce que je faisais avant. Et donc le contraste était assez important. Et du coup, c'est pour ça que ça a été dur. C'est peut-être aussi difficile quand on est dans une équipe où toi t'arrives pas à atteindre les résultats que tu faisais habituellement ou à donner le meilleur de toi-même, etc. Et que à côté, ça fait que gagner. Alors c'est pas de leur faute si elles gagnent, les filles qui sont en équipe avec toi, mais du coup ça rajoute peut-être encore plus de solitude à ta propre solitude parce que y a des très beaux résultats à côté et toi tu peux pas prendre part à la fête, quoi. Ça me dérangeait pas non plus tant que ça. Mais je pense que ce qui était le plus dur, c'était de voir que des filles que normalement, j'arrivais à suivre, là, j'y arrivais plus. Je pense que c'était ça le plus dur. Celles qui étaient tout le temps au-dessus, elles ont toujours été super fortes, donc oui. ça change pas. Mais moi, de voir que j'avais plus le niveau de filles de ton groupe de niveau, quoi, à peu près. Ça c'était un peu dur, je comprenais pas trop pourquoi. Et je pense que c'était dans la tête où je pense que j'étais pas très bien, du coup j'arrivais pas à aller peut-être loin dans la douleur, je lâchais plus vite quand c'était dur et du coup ça faisait que j'étais un peu lente. Ouais. Et du coup cette pyramide, le faire avec un ami, avec beaucoup de soutien aussi, ça change les choses pour toi? Ouais, je pense que ça m'a vraiment fait du bien mentalement, ça m'a redonné un peu de confiance et ça m'a montré que les courses d'équipe c'était magique et la Pyramenta aussi, même si c'était une édition un peu particulière à cause des conditions météo. Ça, c'était ta première édition. Est-ce que du coup après celle-ci, tu te dis chaque hiver j'ai un rendez-vous, c'est celui-là? Oui. C'était juste qu'il y a une année où c'est tombé, la saison précédente, c'est tombé en même temps que la course de sélection pour les Jeux. Il y en avait plusieurs, mais c'était un sprint de sélection. Et donc, il fallait choisir entre le sprint de Shalming pour se sélectionner aux Jeux, enfin, pour avoir une chance de plus pour se sélectionner, ou la Pyramenta. Et du coup, moi, j'ai choisi le sprint de Shalming pour essayer de me sélectionner. Mais la saison d'avant, je l'avais refaite. Aussi, je l'ai refait cette saison. Ouais, on y reviendra un peu après sur cette Pyramenta que t'as fait cet hiver parce qu'elle était bien différente. Oui.
Pour finir avec la Pyramenta de 2022, qu'est-ce que t'as appris en fait grâce à cette... c'est quoi les apprentissages de cette Pyramenta justement? Je pense que déjà, il y avait l'apprentissage de faire des efforts aussi longs, parce que j'avais jamais fait, même si c'était pas la vraie, on a quand même fait 2 jours, un à 2005 et un à 3000 à peu près dénivelé, donc c'était quand même des longues journées. Après, il y a aussi l'apprentissage sur les crampons. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je change de crampons et que j'en prenne dès que je perds pas pendant les compétitions. Et il y avait aussi l'apprentissage des pots enfin, bon, ça c'est pas encore parfait, mais déjà avant je perdais beaucoup mes pots en course. Maintenant je les perds un peu moins. Les pots, c'est oui ce qui m'empêche de reculer. Et après il y avait aussi l'apprentissage d'être à deux et de se rendre compte que c'est vraiment une force et un soutien. Là, dans le récit que tu nous fais, on a l'impression que David t'as un peu tiré sur des moments où c'était difficile pour toi. Est-ce que cette balance s'est inversée de temps en temps ou pas, et finalement ça t'allait comme ça? Mais j'ai aussi un peu l'impression que quand on est athlète dans le haut niveau, qu'on veut se donner au maximum, etc., ça peut être difficile d'avoir l'impression d'être tout le temps la personne tirée. En fait, je pense sur les 2 premières journées, on s'était dit on part pour 4 jours, donc on va essayer de pas brûler toutes nos ailes dès les 2 premiers jours. Donc je pense que tous les deux, on avait potentiellement une petite marge, on se gardait une petite marge. Il était un peu plus fort, je pense, mais c'était pas non plus... Enfin, disons que il m'a jamais tiré avec l'élastique, par exemple. Il m'a encouragé, mais pas au point de devoir me tirer. Après, je pense que jour 4, il était quand même vraiment mieux que moi. Mais oui, les jours 1 et 2, je pense que tous les deux, on essayait de garder de l'énergie pour les journées 3 et 4. Ouais. C'est toute la gestion de l'effort qui est hyper importante quand on sait qu'on s'aventure dans une course qui dure 4 jours, quoi. Donc c'est important de faire attention à ça. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant et un après cette Pyramenta pour toi? Je pense, comme je disais, c'est le côté de me dire que, en fait, j'arrivais pas trop à l'exprimer en Coupe du Monde, mais j'avais quand même ma forme physique, elle était encore là. Et après, ça m'a aussi montré que même si c'était un peu difficile les Coupes du Monde, j'adorais toujours le ski alpinisme, mais j'avais quand même envie de continuer et de partager des moments comme la Pyramenta ou d'autres courses de ski de rando. Là, la surprise, je pense, ce qui me vient, c'était le sprint de Courchevel la saison précédente. Je savais que j'avais progressé aux entraînements, mais je savais pas comment j'allais réussir à le concrétiser en course. Et donc au premier sprint, je suis en finale. Donc déjà ça, pour moi, c'était énorme parce que j'avais jamais fait de finale la saison précédente. Et donc saison 2025. Ouais. Et en plus, j'ai fait 3e. Et du coup, là encore... j'étais encore plus surprise surprise. En même temps, je savais que j'avais progressé, mais c'est sûr qu'en course, on sait jamais trop, surtout la première de la saison. Et donc, je pense que je m'y attendais pas forcément à faire 3e. Et donc, c'était de la surprise, mais aussi beaucoup d'émotions partagées parce qu'il y avait tous mes proches et il y avait Émilie qui avait gagné aussi. Et derrière, du coup, ça te met dans une posture où t'es plus outsider, mais tu vas être un peu plus attendu sur les autres courses? Ouais, peut-être un peu. C'est vrai que ça, je sais plus. Et à un moment, je me rappelle, j'avais pensé à ça, que je me sentais un peu plus attendue. Je sais plus si c'était après le sprint de Courchevel ou si c'était plus tard ou si c'était à d'autres compétitions. Mais oui, après, il y a cette impression que les gens, ils comptent sur moi. Je pense que la colère, c'est pas une émotion que je ressens. J'aurais plus de la tristesse que de la colère en moi, j'ai l'impression. Il y a un moment où j'étais un peu fâchée contre moi-même quand même. C'était cette année au jour 2 de la Pyramenta. En équipe, il y avait Émilie et moi et on était contre Axel et Célia et on était toutes ensemble. Donc pour l'instant, il y avait rien qui était joué. Et là, on part dans la descente juste devant avec Émilie et je tombe. Et en fait, c'était une grande traversée. Et du coup, moi, je suis tombée mais sous le parcours. Donc je commence à essayer de rejoindre Émilie pour rejoindre le parcours et en fait je me rends compte à ce moment-là que j'ai perdu mes lunettes et donc là je me dis oh mince, faut que je retourne les chercher, sauf que vu que j'étais en bas, il fallait que je remette mes pots.
pour retourner les chercher. Donc j'ai dû remettre mes pots. Au final, Émilie, elle m'a dit de pas aller chercher mes lunettes, donc j'ai refait demi-tour pour la rejoindre. Mais à cause de ça, on a perdu plus de 2 minutes de temps, alors qu'on était ensemble. Et sur toute la fin de la course, on n'a rien repris sur Axel et Célia. Et donc là, je m'en voulais d'avoir fait cette erreur et qu'on ait perdu autant de temps. Je sais pas si je pense pas que j'avais de la colère contre moi-même, mais je m'en voulais quand même. Et après, je me suis dit que ça faisait 2 jours qu'on fait 0 écart. Donc là, elles nous ont mis 2 minutes à cause de mes problèmes de chute. Et donc là, je me suis dit, mince, ça se trouve, à cause de moi, on va perdre la Pyramenta. Et en plus, dans ces moments-là, il faut gérer ses propres émotions, mais il faut aussi affronter les émotions de la fille ou de la personne, en tout cas, avec qui on est en binôme. Comment vous vivez ça, justement, avec Émilie sur ce jour-là de la Pyramenta ? Bah oui, ça, je pense que j'ai de la chance d'être avec Émilie parce que elle est vraiment très bienveillante et en fait, elle m'a pas du tout, elle m'a pas compté, elle m'a dit de rester mobilisée, que ça arrive et de continuer, de rien lâcher. Et donc après, on s'est accrochés toutes les deux, on a continué, même si moi j'avais un peu cette idée dans la tête, c'était moi contre moi-même, elle m'a pas du tout fait ressentir de la colère. Après, je pense que c'est sûr qu'elle était un peu quand même embêtée que j'ai perdu 2 minutes, mais en tout cas, elle me l'a pas montré et elle m'a soutenue malgré mes petites erreurs. Parlons-en du coup de cette Pyramenta de cet hiver 2026. Donc tu es en binôme avec Emilia Ropp qui, on l'a dit, domine le circuit en ski alpi, qui est une de tes coéquipières. Comment déjà se fait le choix de vous mettre ensemble ? En fait, au départ, comme on était sélectionnés pour les Jeux, on voulait pas s'engager pour la Pyramenta parce qu'on savait pas trop comment ça allait se passer après. Et c'est pour ça que d'habitude Axel, en fait, sur longue distance, c'est Axel la meilleure. Émilie, c'est la plus polyvalente. Mais sur le long, pour l'instant, c'est encore Axel qui est devant. En tout cas, cette saison, c'était comme ça. Et d'habitude, elles se mettent ensemble avec Émilie. Sauf que comme Émilie, là, elle voulait pas trop s'engager, Axel, elle a proposé à Célia de faire la Pyramenta. Donc, elles vont la faire ensemble. Et nous, après les Jeux, normalement, il y avait un déplacement en Azerbaïdjan de prévu pour les championnats d'Europe. Et aussi pour la Coupe du Monde, c'était les deux en même temps. Sauf que un jour avant le départ, on apprend que la France peut pas y aller à cause du contexte politique. On se dit avec Émilie, c'est un signe, on va faire la Pyramenta du coup pour faire autre chose. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve à la faire toutes les deux. Puis en plus, on s'était un peu préparé pour les Jeux ensemble parce qu'on a le même coach. Donc on avait déjà... on s'entendait quand même bien et on avait partagé des moments ensemble. Et donc du coup là, il vous reste combien de temps pour vous préparer à la Pyramenta quand vous apprenez que vous partez pas en Azerbaïdjan ? Oui, je sais plus si c'était 1 ou 2 semaines, mais en tout cas c'était pas plus de 2. Ouais, c'était peut-être 1 ou 2 semaines. Ouais, 1 ou 2 semaines à peu près. Donc là, vous vous retrouvez toutes les deux à vous entraîner ensemble ou vous êtes quand même toujours un peu chacune de votre côté, elle chez elle à la montagne et toi à Lyon ? Moi, je devais retourner à Lyon d'abord. Donc, je suis retournée à Lyon et après, je suis allée à la montagne. Et en fait, on avait prévu de s'entraîner ensemble. En plus, moi, j'avais oublié mes clés. Donc, comme elle est à Beauzelle et que moi, mes parents, ils ont un appart à Pralognan. En plus, elle m'a logée vu que j'avais oublié mes clés. Et on a fait un entraînement ensemble. Et moi, c'est vrai qu'après les Jeux, ça m'a vraiment remotivée de faire la Pyramenta avec Émilie parce que, je me disais, oulala, si je la fais avec Émilie, il faut que je sois, à la hauteur en tout cas, faut que je me prépare quand même assez bien parce que comme elle était super forte. Donc c'est vrai que ça a été un bon moyen de switcher et de se remotiver. Justement, quand du coup vous commencez à vous préparer ensemble et que vous alignez sur cette Pyramenta toutes les deux, qu'est-ce que vous vous dites en termes d'objectifs sur cette course ? Là, on s'était dit, on fait notre max parce que Célia et Axel, elles sont super fortes. Même Alba et Lisa. Bon, là, je crois que Lisa était un peu malade pendant la Pyramenta, mais normalement, c'était aussi une très forte équipe. Donc, on s'était dit, on fait notre max, on profite. De toute façon, c'était pas forcément un objectif au départ, donc on voulait profiter de l'ambiance, de faire la Pyramenta après les Jeux, c'était incroyable.
Et après, au fur et à mesure de la course, comme on s'est rendu compte que on pouvait peut-être tenter de gagner, là, ça nous a motivés à essayer. Mais c'est sûr que après le jour 2, moi, j'étais pas vraiment... je me disais, soit Axel et Célia, elles ont tout mis sur les 2 premiers jours, et du coup, jour 3 et 4, elles seront un peu fatiguées, et ça nous permettra de les dépasser, soit on va être deuxième. Et donc, du coup, comment vous remontez là, à la fin du jour 2, tu dis vous avez 2 minutes de retard sur le binôme Axel-Célia. Comment vous remontez ça et finalement, pour le résultat qu'on connaît, où vous gagnez toutes les deux? Je pense que c'est Émilie qui m'a motivée. Elle a dit on va faire comme stratégie, on va essayer de partir vite, parce que Axel, c'est sa stratégie, mais là elle court avec Célia, et Célia peut pas partir aussi vite qu'Axel, parce que Axel, c'est Axel, personne peut partir aussi vite qu'elle. Et du coup, on s'est dit on va essayer de partir fort pour intercaler des garçons entre nous, vu que nous on est avec des équipes de garçons. Et donc comme ça va les gêner un peu, et aussi pour potentiellement les faire un peu exploser dès le début, puisque en partant ensemble, ça, pour l'instant, ça avait pas trop marché. Donc on prend cette décision, et je pense que moi, ça m'a mise un peu dans le rouge au départ, sauf qu'après, je savais que je pouvais reprendre mes esprits, parce qu'Émilie, on pouvait toujours mettre l'élastique, et comme ça, ensuite... elle peut me tirer un peu le temps que je récupère du départ rapide. Et donc, on a fait ça. Et en fait, ça a bien marché. Je pense que les filles, ça leur a fait un coup. Ça leur donnait un coup quand même dans le mental. Et nous, ça nous a permis de prendre un peu d'avance. Et en plus, ce jour-là, on était bien. Et donc, on a pu même creuser l'écart au fur et à mesure de la course. Donc, oui, ce qu'il faut faire, c'est rien lâcher. Moi, j'ai souvent tendance à anticiper le résultat de la course d'après en fonction du résultat de la course d'avant. Mais en fait, chaque course est différente. Et Émilie, elle m'a bien dit, on lâche rien, on tente et on verra. Et du coup, je pense que c'est sa mentalité qui a aidé. C'est pas trop difficile de passer de coéquipière à adversaire sur une course comme ça, sur une course longue, parce que en fait vous êtes adversaires tout au long de l'hiver, mais c'est un sprint. Alors oui, les sprints vous en enchaînez plusieurs dans la journée, mais c'est différent quoi. La course elle dure 3 minutes, 4 minutes et c'est fini. Là vraiment il y a toute une stratégie à mettre en place, parce qu'en plus vous connaissez les forces et les faiblesses très bien de vos coéquipières / adversaires. Comment est-ce que vous vivez ça aussi pour éviter peut-être de créer des tensions inutiles au sein de l'équipe de France avec qui vous êtes tout l'hiver ensemble, quoi? Déjà, je pense qu'on est adversaires en course, mais après, à l'entraînement, on est plus ou moins adversaires, mais on est aussi coéquipières dans le sens où, au final, c'est un peu la force des autres qui fait élever toutes les personnes. C'est ce que le coach Léo nous a beaucoup dit pendant la préparation, et c'est vrai que le fait de voir autant de filles fortes, ça pousse ou ça attire, ça dépend. Moi, je pense que j'ai un peu poussé Émilie, et elle m'a tirée, et même avec les autres françaises. Donc oui, mais en course on est adversaires, mais on s'élève tous. Et après, oui, il y avait une faiblesse qu'on connaissait entre nous deux. En fait, moi, je suis un peu moins forte qu'Émilie partout, mais en descente, c'est assez encore plus vrai. Et du coup, au début, j'essayais trop de la suivre, et je pense que j'arrive à prendre des risques, sauf que ça peut me faire tomber. Et donc, on s'est dit, pour les jours 3 et 4, au fur et à mesure, on a un peu appris. On s'est dit, là, il faut pas que, s'il y a trop à perdre en tombant, on prend pas de risque dans la descente, on temporise. Par contre, quand c'est pas très technique et quand c'est pas grave si je tombe, disons quand c'est pas trop technique, là on essaye de plus s'engager. Et donc on s'est un peu adapté à nos forces et nos faiblesses. On savait que souvent Émilie elle arrivait à partir plus vite que moi, mais du coup moi après je pouvais un peu me reposer sur elle, et après nos rythmes ils s'alignaient un peu plus. Et donc en fur et à mesure de la Pyramenta, on s'est un peu adapté à nos forces et nos faiblesses. Et vous vous adaptez aussi aux forces et faiblesses des filles adverses. Tu vois, quand tu dis vous mettez une stratégie en place parce que vous savez que Célia, elle a plus de mal à partir vite, etc. C'est aussi jouer des connaissances que vous avez sur l'adversaire. Surtout que Émilie, comme elle a déjà couru avec Axel, elle connaît aussi bien la manière de courir d'Axel. Donc c'est sûr que ça nous donne un avantage. Et oui, c'est s'adapter aux concurrents et aussi à la forme du jour, au terrain. Comment
vous vivez du coup ce passage sur la ligne d'arrivée le dernier jour et cette victoire de la Pyramenta? Moi, je pense que j'étais plus émue le jour 3 que le jour 4. Parce que il me semble on avait pris 4 minutes, donc on avait 4 minutes d'avance après le jour 3. Et c'est sûr que là, pour qu'elle nous reprenne 4 minutes sur le dernier jour, sachant que c'est le plus court, c'était possible parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais on avait quand même une avance confortable. Donc je pense que c'est là que je me suis dit, ah ouais, en fait, en plus c'était une journée longue, dure, éprouvante. Et du coup, à l'arrivée... il y a toutes les émotions qui retombent de l'effort. En plus, il faisait chaud. Et de se dire que on a réussi à notre stratégie. Enfin, on avait un plan et on a réussi à l'exécuter comme on avait envie. Et donc ça, c'était très émouvant. Et le dernier jour, ce qui était incroyable, c'était l'arrivée parce qu'il y avait plein de spectateurs. Ça faisait un immense couloir alors qu'il faisait vraiment mauvais. Et il y a plein de gens qui sont venus. Donc on entendait les encouragements et en plus on savait que là c'était bon, on allait gagner. Donc oui, j'étais moins émue, mais c'était quand même une arrivée incroyable, encouragée par tous les spectateurs. On n'a pas vraiment parlé des Jeux Olympiques et c'est fait exprès parce qu'on en parlera plus tard. Est-ce que cette victoire, elle vient aussi enlever peut-être la déception du résultat olympique qui avait eu lieu quelques semaines avant cette Pyramenta? Je pense que la déception des Jeux Olympiques, j'ai digéré avec le temps. Et du coup, ça allait déjà mieux au moment de la Pyramenta parce que ça faisait quelques semaines, il me semble. Donc, c'était déjà mieux, mais c'est sûr que ça, je pense pas que ça l'ait enlevé parce que c'est différent, mais je me suis dit que ça nous a permis de profiter de notre forme et de faire une course un peu mythique dans une ambiance incroyable. Donc c'était magique, mais c'est sûr que la déception, elle se digère avec le temps. Ouais, c'est pas encore digéré. Ça va. En fait, je me suis rendu compte que si je suis dans un mood un peu triste, là, si je repense au jeu, ça va me rendre encore plus triste. Après, si je suis dans un bon mood, ça va, j'arrive à plus l'accepter. Oui, parce que du coup, toi, tu termines 6e des Jeux sur le sprint du ski alpi. C'est quoi le souvenir que tu as envie de garder de cette Olympiade, même s'il y a pas de médaille au bout, mais qu'est-ce que tu as envie de garder comme souvenir de Milan? Je pense toute la préparation. C'était la première fois que je me préparais aussi bien. Et même, il y avait un peu une motivation de toute l'équipe. Et je trouve qu'on a réussi à garder vraiment une bonne ambiance au vu de l'enjeu. Cette préparation, ouais, ça m'a beaucoup fait progresser et aussi évoluer. Même en tant que personne, ça m'a appris plein de choses, de gérer l'enjeu. Donc ça, c'est un super souvenir. Et après, pendant la course, ça, c'était les émotions et l'ambiance que j'avais jamais ressentie avant, dans le sens où, juste à la reco, j'ai été émue de voir mes proches le long du parcours, alors que d'habitude, ça me le fait pas forcément, mais là, je pense qu'il y avait tellement une énergie dans l'air qui était beaucoup plus importante que d'habitude. Et aussi les spectateurs, il y avait les tribunes, les gens autour, donc il y avait un gros brouhaha qu'on n'avait pas d'habitude. Et après, tout l'événement qui est aussi très impressionnant. Nous, je pense que on était dans l'hôtel, donc c'était un peu comme d'habitude au final. La seule différence, c'est qu'il y a pas mal de gens qui voulaient nous offrir des cadeaux. Alors que d'habitude, on n'a pas forcément des cadeaux comme ça qui tombent du ciel. Mais ouais, je pense que c'est ça, les émotions et l'ambiance et le partage avec tous mes proches. Oui, parce qu'en plus, vu que vos épreuves, elles arrivent en 2e semaine, il y a le temps de voir l'enjeu se concrétiser pour certains qui arrivent des athlètes de l'équipe de France très attendus qui performent autant qu'ils étaient attendus. On voit déjà les premières contre-performances des personnes que... Bon, alors toi, t'es pas dans l'armée, mais du coup, tu les côtoies pas forcément au quotidien, mais c'est quand même des personnes dont t'as entendu parler, en tout cas, les gens qui font vivre le sport d'hiver français. Et donc, toute cette émulation olympique, elle a déjà pris place quand vous allez pour vous aligner sur votre première course, quoi. Bah oui, je me rappelle, pendant la préparation, c'était mon occupation entre les entraînements de regarder les Jeux Olympiques. Je comprends. Là, aujourd'hui, on enregistre, du coup, on est au début de l'été, on va dire, avant une nouvelle saison. Quels sont, toi, tes objectifs maintenant? C'est vrai que à 24 ans, t'as eu ta première Olympiade, t'as gagné ta Pyramenta. On peut se dire, bon, qu'est-ce qu'elle va vouloir cocher d'autre maintenant? Alors, il y a, j'imagine, le globe, une médaille olympique, etc. Mais qu'est-ce que
toi là te fait rêver? Qu'est-ce qui te donne envie d'y retourner en termes d'effort physique? Je pense qu'il me fait envie, c'est de me dire que je pense que j'ai pas encore atteint ma limite. C'est d'essayer de continuer, de mettre des nouvelles choses en place pour se renouveler et d'essayer. C'est sûr que Émilie et Axel sont vraiment très fortes, donc je sais pas si j'arriverai un jour à les rattraper, mais en tout cas, c'est un peu un objectif. Et après, je compare beaucoup les écarts hommes-femmes. Et je trouve que les femmes, des fois, on est un peu loin des hommes en ski alpi. Et donc, il y a ça aussi qui est une motivation importante, c'est d'être moins loin des hommes en pourcentage. J'ai l'impression que j'ai 24 ans, en soi c'est pas si jeune, mais dans notre sport il y en a, les plus forts ils sont quand même plus âgés, donc je me dis que je peux essayer de tenter ma chance pour progresser plus, comme j'aime toujours m'entraîner et que bientôt je vais plus avoir les études en plus, donc je vais avoir plus de temps. Je me dis que autant que je continue. Tu t'étais lancée dans un cursus universitaire parce que tu savais pas ce que pouvait donner le ski alpi. Maintenant que tu sais ce que ça peut donner, là, tu as envie de te concentrer à 100% au fait d'être une athlète de haut niveau. Et bon, le diplôme d'ingénieur, ce sera super, mais ce sera pas pour tout de suite, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est ça. J'aimerais bien finir mes études, donc encore 1 an. Et après, essayer de pas travailler. C'est vrai qu'il y en a qui me disent que si je travaille pas, mon diplôme, il va plus servir à grand chose parce que comme je vais pas travailler pendant plusieurs années en tant qu'ingénieur, j'aurai pas vraiment pu concrétiser mes apprentissages, mais en même temps moi je me dis que en fait je sais pas, sinon j'essaye de travailler mais peut-être à 20 ou 30%, comme ça je reste un peu dans le milieu de l'ingénierie mais sans que ça me prenne trop de temps. Soit je me dis que c'est pas grave, si ça se trouve quand j'aurai fini le sport j'aurai peut-être envie de rester quand même dans le sport, donc je me suis pas encore projetée sur après l'année prochaine, mais dans l'idée je pense que j'aimerais bien faire que du sport quand même. Ouais, puis surtout que on en parlait avant de commencer l'enregistrement. Il y a peut-être dans un coin de ta tête une autre échéance olympique et cette fois avec des enjeux différents puisque tu es ce qu'on appelle nous journalistes la génération 2030 et donc peut-être que laisser de côté un peu le travail à ce moment-là, ce serait pas déconnant, quoi. Oui, c'est vrai qu'on parle pas mal de 2030. Moi, je trouve que c'est assez loin. Et je me dis qu'en 4 ans, on sait pas vraiment comment ça se passera. Après, c'est sûr que je pense que je peux quand même essayer d'y croire pour l'instant, en tout cas. Donc ouais, c'est un objectif si le ski alpinisme est bien au jeu. Mais oui, j'aimerais bien y aller et potentiellement ne pas travailler pour pouvoir mieux me préparer. Aujourd'hui, là, quand tu regardes déjà la carrière que tu as eue, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire différemment? Je pense que c'est peut-être ce que je te disais avant. Je pense que je suis un petit peu mitigée sur les études parce que je me dis que j'aime beaucoup le fait d'être étudiant, comme je disais, d'avoir rencontré plein d'autres personnes, de faire aussi d'avoir une vie hors ski. Et aussi tout ce que nous apporte l'INSA, donc prépa physique, prépa mentale, massage et d'autres accompagnements si on a envie. Mais en même temps, des fois, je me dis que c'était peut-être que ça m'a fait passer beaucoup de temps à Lyon et donc moins de temps sur les skis. Et peut-être que j'aurais pu progresser un peu plus vite si j'avais pas fait les études. Mais en même temps, je me dis aussi que ça m'a permis de pas me lasser, de pas me surentraîner. Des fois, je me dis peut-être que ne pas faire des études à Lyon, ça aurait été mieux. Mais en même temps, je suis contente de mon parcours tel qu'il est. Donc, tu sauras jamais. Oui. Ça, c'est des choses que tu peux remettre en question, mais en même temps, tu sais jamais de quel côté la pièce elle aurait pu tomber, donc il fallait choisir un chemin et tu l'as pris. Ouais, oui, puis je suis contente de ce chemin. Pour finir, j'ai 2 petites questions pour toi que je pose à tous mes invités. La première, c'est si tu pouvais changer de vie le temps d'une journée avec un ou une autre athlète de haut niveau, tu choisirais qui et pourquoi? Elle s'appelle Tove Alexanderson. Ok. En fait, je dirais pas les athlètes français parce que je les connais pas forcément, je sais pas exactement tout ce qu'ils font, mais je les côtoie plus. Alors que Tove, elle, c'est vraiment, elle est vraiment super forte dans plein de sports. Et en fait, en ski alpi, elle a été devant Axel 1 ou 2 fois.
Elle, je sais pas du tout comment elle vit, donc c'est vrai que ce sera incroyable de voir comment elle fait pour être aussi forte. Très bien. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? Ben ça, j'aimerais bien demander à Clara Le Soil. C'était mon ancienne coloc. Elle fait de l'athlé, surtout demi-fond. Et je trouve que souvent on discute ensemble et elle a souvent des analyses incroyables et elle se pose beaucoup de questions. Du coup, c'est pour ça que je me dis que ce sera intéressant de l'écouter. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton témoignage, c'était hyper intéressant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter surtout pour la prochaine saison? Parce que t'as parlé un peu de te rapprocher des chronos des hommes, etc. Mais là, quand tu vas démarrer l'hiver prochain, qu'est-ce que t'as envie d'accomplir? Je pense que j'aimerais bien garder ma polyvalence, vu que je suis assez polyvalente, et peut-être essayer de faire une bonne place au général. Et après la Pyramenta, je sais pas trop encore avec qui je vais la refaire parce qu'il y a mon copain qui aimerait bien qu'on la fasse ensemble, mais en même temps ça va potentiellement tomber en même temps que les championnats du monde, donc c'est un peu compliqué. Donc pour ça je sais pas trop, mais garder ma polyvalence en étant un peu moins loin d'Emilia Axel, ça serait cool. Tu vises un top combien sur le classement général? Là cette année j'ai fait 3e. Donc je me dis je peux essayer de refaire 3e parce que on sait jamais comment les autres progressent, donc c'est vrai que ce serait bien de refaire un podium, mais c'est vrai que j'ai pas trop tendance à me projeter sur des résultats parce que je trouve que ça dépend pas forcément que de moi, mais ouais, je trouve de viser un pourcentage c'est pas mal, d'être un peu moins loin de Axel et Émilie. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On te le souhaite, en tout cas. Et puis, je te souhaite une belle saison. Et puis, à bientôt, peut-être, soit côté montagne, soit derrière un micro, pour échanger ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!